Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est du Mont-Saint-Michel que partira demain samedi la 103e édition du Tour de France. Franck Ferrand ne pouvait pas manquer un tel événement. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je pouvais d'autant moins le manquer que le Tour fait désormais partie de notre histoire. Je vais pour commencer vous proposer de revivre une grande édition, celle de 1964 qui a vu s'affronter deux champions, Anquetil et Poulidor. Après quoi, en compagnie de José-Alain Fralon, nous lèverons un coin du voile sur les secrets de la plus célèbre compétition sportive de la planète. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Monique sur l'origine des Anglais, des Gallois, des Écossais, des Irlandais. Et vous comprendrez que c'est une question de circonstance. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Demain commence donc la 106e édition du Tour de France. Je vous propose de revivre la 51e. C'était en 1964 et dans l'esprit de tous ceux qui aiment le Tour de France, c'est évidemment l'année de la confrontation entre Anquetil et Poulidor. Nous allons revivre ça dans un instant pendant plus de 3 semaines. Ce duel va devenir une sorte de feuilleton qui tient la France en haleine et qui va diviser, si vous voulez. D'un côté les pro-Anquetil, de l'autre les pro-Poulidor. Les supporters du champion venus de Normandie, assez froids de tempérament, conquérants, et puis de l'autre un Limousin attachant qui aimerait bien remporter son premier tour. Le lundi 22 juin 1964, il fait beau mais un petit peu frais pour le départ de ce 51e tour. Nous partons de Rennes, en Bretagne. Alors la fraîcheur n'a pas empêché un certain nombre de curieux de venir assister à la cérémonie inaugurale sur l'esplanade du Champ de Mars de Rennes. C'est l'actuelle esplanade Charles de Gaulle. Au programme notamment un groupe folklorique dont les membres sont habillés à la bretonne, cela va de soi. À 10h40, le maire de Rennes, Henri Fréville, coupe le ruban symbolique et donne donc officiellement le coup d'envoi de la compétition. 132 coureurs sur la ligne de départ, prêts pour 3 semaines de cette espèce de course qui n'en finira plus. 22 étapes, plus de 4500 kilomètres à parcourir. Ce tour s'annonce passionnant, plein de suspense et, je vous l'ai dit, les deux favoris sont tous les deux français. Ils ne s'aiment pas, disons-le, c'est Anquetil et Poulidor, Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Jacques Anquetil, à l'époque, on peut dire qu'il est la star du cyclisme. Il a remporté les 3 dernières éditions du Tour. Il vient de remporter le Tour d'Italie, d'ailleurs, le Giro. Anquetil a l'air bien parti pour gagner son 4e Tour d'affilée, ce qui ferait de lui le recordman de victoire à l'époque, avec 5 titres. Ce n'est pas pour rien que ce 22 juin, à 10h30, le patron du Tour, Jacques Godet, lui a remis la médaille de la reconnaissance du Tour. Anquetil peut également compter sur une équipe extrêmement soudée, bien faite. Dans ses rangs notamment, il a un ancien champion du monde, Jean Stablinski. Alors, cette fois, Anquetil, néanmoins, a quelques raisons de s'inquiéter. L'équipe vient de titrer, c'est à la une, en ce 22 juin, le Tour du risque pour Anquetil. Il a en effet, en la personne de Raymond Poulidor, un sérieux concurrent. D'abord, Poulidor est nettement plus populaire que lui. Il n'a pas le palmarès d'Anquetil, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fini 3e au Tour 62, 8e à celui de 1963. Son équipe est moins forte que celle d'Anquetil, mais Raymond Poulidor a très bien démarré sa saison avec une victoire dans le Tour d'Espagne au printemps. Et puis, je vous l'ai dit, il a avec lui le public. On le surnomme Poupou. Anquetil, comme le dira le journaliste et ex-coureur cycliste Robert Chapat, Anquetil est célèbre sans être populaire. Ne confondons pas les deux termes. Disons-le, cette popularité agace Anquetil. Les deux hommes ne s'apprécient pas et même dans la vie du Tour, ils préfèrent s'ignorer. Et la presse, bien évidemment, en rajoute. France Soir est le journal le plus lu à l'époque. France Soir est même allé jusqu'à publier une étrange prophétie d'un mage, Béline, celui qui va faire les fameux oracles de Béline. Béline a annoncé la disparition de Jacques Anquetil en Andorre lors de l'étape dans les Pyrénées. Vous verrez à quel point cette prédiction inquiétante va avoir des effets importants sur la suite du Tour.
Pourtant, à quelques minutes près, le duel tant attendu entre Anquetil et Poulidor, ce duel a bien failli ne pas avoir lieu parce que la veille du départ, le 21 juin, à 1 heure de la fermeture du contrôle, Raymond Poulidor ne s'était toujours pas présenté. Son entraîneur, Antonin Magne est un ancien vainqueur du Tour dans les années 30, toujours cravaté, il vous voit ses coureurs, c'est Monsieur Vieille France. Magne est très inquiet. C'est à ce moment-là qu'est arrivé Poulidor avec une excuse. Je suis allé reconnaître la montée du Puy-de-Dôme car je crois que c'est là que le Tour va se jouer, dit-il. Le 22 juin 64, les 132 coureurs partent donc de Rennes pour cette première étape de 215 km jusqu'à Lisieux. L'arrivée est prévue à 16h49. On passe par l'île-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne, le Calvados. Bien entendu, vous voyez, on va découvrir la Normandie. Anquetil et Poulidor sont bien là, toujours prêts à en découdre. Et c'est alors que, dans le sprint final, Poulidor fait une chute et perd 20 secondes d'emblée sur Anquetil. Il fait valoir qu'il est tombé dans le dernier kilomètre, estime que ce retard ne devrait pas être pris en compte dans le classement général. C'est ce que dit le règlement, mais Poulidor n'obtient pas gain de cause. Vous voyez un peu l'ambiance. Ce tour sera donc celui d'une véritable guerre entre les deux champions français. C'est aussi, disons-le, le début du tour des injustices, des surprises et des déceptions. Mon Dieu, où est ce peloton? Mon Dieu, où est ce peloton? Quel sacré sale tour que ce Tour de France. C'est un tour de force, un vrai tour de cochon. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et c'est une émission sportive et de saison que vous nous proposez aujourd'hui, Franck Ferrand, puisque nous sommes à la veille du départ de la Grande Boucle. Nous sommes donc aujourd'hui en 1964 et vous nous proposez cet après-midi de revivre l'historique duel entre Poulidor et Anquetil. Les coureurs ont beaucoup avancé, bien entendu. Nous sommes maintenant le 5 juillet 64. Nous sommes en Andorre, c'est le jour de repos sur le Tour de France. Comme c'est le cas depuis le début du Tour, dans chaque ville-étape, la chanteuse Dalida interprète ses grands succès. Elle parcourt la France à bord de la caravane du Tour et elle est à bord surtout du camion d'Europe 1. Il faut le signaler, à l'époque on dit Europe numéro 1. Les coureurs ont bien besoin de repos. Le lendemain, ils vont attaquer les Pyrénées, une étape de 186 km entre Andorre et Toulouse. Au classement général, le Français Georges Groussard, qui porte donc le maillot jaune. Où en sont Anquetil et Poulidor? Alors ils sont respectivement 2e et 3e de ce tour. Aucun des deux n'arrive à prendre ses distances sur le second. Poulidor a pris un petit peu d'avance dans les Alpes, mais lors de l'étape entre Briançon et Monaco, il a commis une erreur fatale. Poulidor croit qu'il a gagné ce jour-là, alors qu'il lui reste encore un tour à parcourir. Et du coup, Anquetil, qui lui connaît parfaitement ce qu'il doit faire, va passer devant et remporte sa première étape pour ce tour. La presse se délecte du duel, bien entendu, ça fait vendre du papier. Les gens sont l'oreille collée à leur transistor. On regarde aussi le Tour à la télévision, car 1964, c'est la première année de la popularité de la télévision. Depuis 62-63, disons, il y a plus d'1 million de postes en France, donc les gens regardent, écoutent, tout le monde a les yeux rivés sur nos deux favoris. Vous avez les anquetilistes, les poulidoristes. Alors, en ce jour de repos, donc, Anquetil n'est pas très en forme. Il se souvient de la prophétie de ce mage, vous savez, le mage de Béline dans France Soir, la veille du départ à Rennes. Ce dernier avait prédit la chute et l'abandon d'Anquetil vers Andorre. Or, il se trouve qu'Anquetil est superstitieux. Pour le distraire, le directeur sportif, Raphaël Gemignani, un homme fantasque qui aime la bagarre, etc., Gemignani l'entraîne à un méchoui organisé par Radio Andorre. Pour tout vous dire, les avis divergent. Certains affirment que Jacques Anquetil était sobre et qu'il a fait semblant de dévorer un gigot pour faire plaisir aux photographes. Il faut qu'il devienne un peu populaire face à Poulidor, bien entendu. D'autres, au contraire,
affirme qu'Anquetil n'a pas arrêté de manger, de boire. Anquetil et son directeur sportif se sont même livrés à un concours de boissons. Il faut vous dire qu'il y avait carrément une baignoire remplie de sangria, vous voyez un petit peu. Poulidor, pendant ce temps, récupère. Il se repose, il fait un petit peu de vélo. Il est vrai que son entraîneur Antonin Magne, est beaucoup moins excentrique que celui d'Anquetil. C'est un homme très sérieux qui prescrit des tisanes à ses coureurs. En tout cas, le lendemain, tout le monde est au courant des excès que Jacques Anquetil a pu faire la veille. Dès les premiers lacets du col d'Envalira, on est à 2400 mètres d'altitude, Anquetil piétine, j'allais dire. On voit qu'il n'avance pas, il pense même s'arrêter. Et la prédiction du mage semble se révéler exacte. C'est à ce moment-là que Louis Rostolan arrive. Lui est un excellent grimpeur. Il fait partie de la même équipe qu'Anquetil. Et plus tard, il dira « J'ai secoué Jacques, harangué, insulté, traité de tous les noms d'oiseaux et Dieu sait que j'ai un sacré vocabulaire. » Mais Louis Rostolan aide un peu trop son coéquipier. Il le pousse, il se met devant lui, il lui prend la main, il le tire au maximum avant de le lâcher. Il passe également son coude gauche sous le bras droit d'Anquetil. Vous voyez, donc il est vraiment là qu'il l'aide. Le directeur de la course, Jacques Godet, menace de disqualifier Rostolan, mais ce dernier à ce moment-là a le mot qui fait mouche. « Je ne triche pas, monsieur, puisque j'ai les deux bras posés sur le guidon comme le veut le règlement. » C'est pas entièrement faux. Anquetil arrive finalement au sommet du col, mais avec 4 minutes, je dis bien 4 minutes de retard. Il écope de 15 secondes supplémentaires de pénalisation pour avoir été aidé par son équipier Rostolan. Le directeur sportif, Raphaël Gemignani, lui donne un gobelet de champagne et lui dit « Jacques, si tu dois mourir, je t'en supplie, meurs en tête, mais pas devant la voiture balai. » Janine, la femme de Jacques Anquetil, va démentir tout cet épisode. Elle dit que ce n'est pas vrai, que ça n'a pas eu lieu. D'ailleurs, est-ce que c'était un gobelet de champagne? Est-ce que ça aurait pas été plutôt une boisson à base d'amphétamine? Ce serait pas tellement surprenant, puisqu'on sait que plus tard, Anquetil reconnaîtra s'être à certains moments dopé. Toujours est-il qu'au sommet du col, en plein brouillard et alors qu'il fait très froid, Jacques Anquetil prend tous les virages, descend à toute vitesse, c'est incroyablement dangereux. S'il rate le moindre virage, il tombera dans le vide. On est dans une étape de montagne, au milieu d'une véritable purée de poids, il se guide sur les feux arrière des voitures, il rattrape ses adversaires, sauf Poulidor. Après cette descente incroyable, Jacques Anquetil arrive dans la plaine. Finalement, il revient tout près de Poulidor à Tarascon-sur-Ariège. Le Limousin n'en revient pas. Anquetil avait 4 minutes de retard au sommet du col d'Envalira. Et voilà qu'il réalise un exploit incroyable. Et à 25 km de l'arrivée à Toulouse, Poulidor, lui, doit changer de vélo. Vous avouerez que c'est pas de chance. Et c'est une malchance qui ne s'arrête pas là, puisque poussé trop brutalement par son mécano, il va chuter. Il se relève, il tente de rattraper une vingtaine de coureurs, dont Anquetil. Il donne tout Poulidor, mais il ne rattrapera pas son rival. C'est quand même incroyable. Vous comprenez pourquoi la France entière se passionne pour de telles étapes. Jacques Augendre, le journaliste, affirmera « Raphaël Gemignani, le directeur sportif d'Anquetil, et Maurice Demuer, le directeur sportif d'une autre équipe, s'empressèrent de bloquer les voitures suiveuses derrière Poulidor, qui se trouva isolé, le nez dans le vent et l'amertume au cœur. Pire, Jacques Godet cautionna l'opération assez inélégante qui condamnait le rival de Jacques Anquetil puisqu'il verrouilla lui aussi la caravane en interdisant le passage des véhicules. Poulidor, tout ça est quand même assez terrible. Poulidor arrive à Toulouse avec 2 minutes de retard sur Anquetil et décidément, ce Tour de France ne sourit pas à Poupou, qui malgré tout reste toujours aussi populaire. Je vous dirais même qu'il est encore plus populaire. Si vous aussi, le Tour de France vous fait vibrer, si vous avez des souvenirs du Tour de France, n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr les partager sur Twitter et Facebook. Aujourd'hui, Franck Ferrand consacre son émission au secret de la grande boucle. Rendez-vous donc sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Si vous voulez connaître la suite de ce Tour de France 1964, c'est dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et pour célébrer la 103e édition du Tour de France qui s'élance demain du Mont-Saint-Michel, nous sommes au cœur du Tour 1964. Un tour qui se poursuit, Franck, avec ce fameux duel entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. Un duel de plus en plus intense.
7 juillet 1964, au lendemain de l'incroyable retour d'Anquetil dans l'étape entre Andorre et Toulouse, Raymond Poulidor aurait pu renoncer, mais c'est mal le connaître. Lors de l'étape entre Toulouse et Luchon, Poupou fait la course en tête au col du Portillon en Espagne. Dans la plaine, Poulidor est toujours devant Anquetil et pour éviter une crevaison comme la veille à Toulouse, une bicyclette est toute prête dans la voiture de l'entraîneur. Finalement, Poupou remporte l'étape, la deuxième dans les Pyrénées, avec 1 minute 16 d'avance sur Anquetil. Et le surlendemain, le 9, Poulidor est en passe de surclasser le Normand dans le contre-la-montre entre Peyrehorade et Bayonne, mais il est de nouveau victime d'une crevaison et d'une chute. Il finit à 37 secondes de retard sur Anquetil, qui gagne l'étape et qui donc du coup va endosser le maillot jaune. Cette fois, les choses se précisent. La presse, les supporters des deux favoris du Tour savent que tout va se jouer dans une étape décisive qui est la 20e étape entre Brive-la-Gaillarde et le Puy-de-Dôme. Un témoin de l'époque affirme « On aurait pu se croire en pleine affaire Dreyfus, on se déchirait jusque dans l'intérieur des familles et des entreprises. » Vous avez ceux qui sont pour Anquetil, ceux qui sont pour Poulidor. Le dimanche 12 juillet 1964, donc, cette 20e étape de 237 km s'ouvre à Brive-la-Gaillarde. Beaucoup de curieux sont présents pour ce qui s'annonce être le tournant de ce Tour de France. Avant de quitter la ville, la caravane observe 1 minute de silence à la mémoire des victimes d'un terrible accident qui a eu lieu la veille près de Bergerac en Dordogne, à Port-de-Couze. Un camion-citerne a raté un virage, il a percuté la foule massée sur un pont, le pont qui enjambait un canal, et ce camion a entraîné avec lui les spectateurs dans les eaux. Le bilan a été très lourd, 9 morts et 13 blessés, et quand je dis 9 morts, il y avait 3 enfants parmi les morts. Jacques Anquetil a témoigné au micro d'Europe 1, le micro de Fernand Choisel. Il était très ému. Nous étions prévenus de l'accident 5 km avant, tout le monde roulait doucement et tous les coureurs se sont arrêtés pour regarder l'accident et disons que nous avons été tous un peu affolés, on ne savait plus quoi faire, on ne savait plus quoi dire. La course a été arrêtée. Oui, la course, c'est-à-dire que tout le monde s'est arrêté, tous les coureurs sont arrêtés d'eux-mêmes. Enfin. Spontanément? Oui, spontanément. Et qu'avez-vous vu? Ce que j'ai vu, on était un peu affolés parce que j'ai vu une jeune fille là qui m'appelait en me disant que sa maman était morte. Alors je savais pas si je devais aller vers elle pour la consoler ou quoi. Enfin, j'étais un peu perdu, disons. Et qu'ont fait les coureurs? Tout le monde a regardé, on a observé 1 minute de silence et puis nous sommes repartis après. Alors, et notre duel, me direz-vous? Eh bien, dans cette étape qui passe par les collines de Corrèze et les monts du Cantal, Poulidor commence par reprendre 56 secondes sur Anquetil, mais il va bientôt falloir gravir le Puy-de-Dôme. Rappelez-vous, Poulidor nous disait c'est l'essentiel, c'est là que tout va se jouer. Ascension pénible, 11 km pour monter de 470 à 1465 mètres, presque un dénivelé de 1000 mètres. Jean-Paul Olivier écrit dans le Tour de France, lieu et étape de légende, je le cite, « Au sommet du Puy-de-Dôme, la vue porte sur 11 départements. À des minutes choisies, elle s'étend jusqu'au Mont-Blanc, jusqu'au plateau de Langres et jusqu'à la cathédrale de Bourges. » Dès les premiers lacets, 2 Espagnols, dont Julio Jiménez, s'échappent, mais le futur vainqueur d'étape passe totalement inaperçu. Le public, en vérité, ne s'intéresse qu'à Poulidor et Anquetil, qui sont pas très bons, il faut le dire, ce jour-là. À moins d'1 kilomètre du sommet du Puy-de-Dôme, Anquetil craque. Poulidor prend 10 mètres, 20 mètres, il grappille 20 secondes, 30 secondes. Au sommet, il prend 42 secondes d'avance sur son rival. Poulidor tient enfin sa revanche sur Anquetil. Il est en passe de remporter le maillot jaune, sauf qu'il lui manque 14 secondes. Certes, Poulidor termine 3e de l'étape, mais au classement général, il n'a pas pu devancer Anquetil, qui pourtant ce jour-là n'est que 5e. Alors pourquoi Poulidor n'a-t-il pas rattrapé Anquetil? Il ne possédait pas les bons braquets pour la montée du Puy-de-Dôme. C'est José-Alain Fralon, dans Les Secrets du Tour de France, qui nous le révèle. Si Raymond Poulidor avait fait monter sur la roue arrière de son vélo un braquet de 26 dents au lieu de 25, avant la fameuse étape du Puy-de-Dôme, un des moments les plus forts de la saga d'une épreuve qui n'en est pourtant pas avare, sans doute l'aurait-il nettement emporté ce jour-là sur Jacques Anquetil et gagné le Tour de France. À quoi ça tient, vous voyez?
Avant le départ du Tour à Rennes, Raymond Poulidor avait affirmé avoir été en reconnaissance dans le Puy-de-Dôme. Mais c'était faux en vérité. 2 jours plus tard, le mardi 14 juillet, c'est la dernière étape de ce 51e Tour de France, un contre-la-montre de 28 km entre Versailles et Paris. Étape très classique, avec 14 secondes de retard sur Anquetil, Poulidor a encore ses chances. 5 km à l'avant l'arrivée, il n'a même plus que 5 petites secondes de retard sur le Normand. Raymond Poulidor l'a écrit dans Mes 50 Tours de France, c'était en 2012, je le cite, « À la fin de la descente de Sèvres, je sais que je suis revenu à 3 secondes de Jacques, mais là, prévenu par un coup de klaxon de Gemignani, il livrera la plus grande poursuite de sa vie sur 5 km. J'aurais beau tout donner, il me reprend du temps. Le final fut terrible, j'avais bien ciré les chaussures, enlevé la guidoline, qui est un ruban qu'on met sur le vélo, foutaise, c'était lui le plus fort. » Et c'est Anquetil qui va remporter cette année-là, en 1964, son 5e Tour de France. Bonjour José-Alain Fralon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons revenir sur ce tour et sur tous les autres, en tout cas sur un certain nombre qui ont marqué les mémoires. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et pour cette émission consacrée au duel Poulidor-Anquetil sur les routes du Tour de France, Franck Ferrand, vous recevez José-Alain Fralon, qui est ancien grand reporter au Monde et auteur des Secrets du Tour de France, paru à la librairie Vuibert. J'ai parlé d'injustice tout à l'heure, José-Alain Fralon, mais c'est vrai que on a un peu l'impression quand même que Poulidor n'était pas très aimé par un certain nombre d'organisateurs en 1964. Pas s'il n'était pas très aimé, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas cette gagne qu'avait Anquetil. En fait, c'est un peu un duel de Machiavel contre le Candide. Et ce qui m'a frappé, moi, je suis allé voir... Machiavel est en Anquetil et le Candide est en Poupou. Le Candide est en Poulidor. Et moi, je suis allé voir Poulidor, je l'ai vu à Romorantin. C'est quand même drôle de voir Poulidor à Romorantin, dans le centre de la France. Et là, ce qui m'a amusé, j'ai rencontré au cours de l'enquête que j'ai faite pour mon livre, d'autres vainqueurs ou d'autres coureurs qui avaient été un peu volés, dont un Flamand, Van Springel, en 68. Et encore aujourd'hui, en appelant Van Springel, il pleurait presque au téléphone, en disant « Mais ce tour, je l'ai presque gagné. » Poulidor riait. Poulidor, ça l'amusait. Il a dit « Bon, voilà. » Parce que finalement... Il était au second degré, d'une certaine manière. Il était au second degré et il l'a dit après. Il a dit finalement, cette rivalité, ça nous a servi à tous les deux. Et il est resté l'homme... Ils sont devenus 2 superstars, bien sûr. Très superstars. Mais après, la rivalité, là, comme vous le disiez, les épées n'étaient pas tirées des fours encore. Ils se battaient sur le... Bon, il y a une injustice, Poulidor le savait. Bon. Après, Anquetil prend une vraie haine pour Poulidor. Il y a un exemple, il y a une anecdote formidable. Anquetil court le Tour d'Italie. Et au cours de ce Tour d'Italie, il y a un pauvre Italien, un coureur italien, pas un grand coureur. Chaque fois que ce coureur commence à s'échapper, chaque fois qu'il montre une oreille, etc., aussitôt, toute l'équipe d'Anquetil vient pour le... Et ce coureur va voir Anquetil au bout d'une semaine en disant « Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Jacques, pour que tu me... Je suis pas un candidat pour la victoire finale. » Et Anquetil lui dit « Oui, c'est pas de ta faute, mais tu t'appelles Polidori. » Formidable histoire. Et donc, voilà, ils se haïssent. Il y a un Paris-Nice après d'enfer, où vraiment... En 66, le Paris-Nice. En 66, là, Anquetil, vraiment, l'équipe d'Anquetil font tomber les gens dans le fossé. Là, vraiment, c'est les vilainies qui commencent. Hein. Donc, ils se détestent. Ils perdent un championnat du monde tous les deux parce qu'ils se neutralisent. Et tout d'un coup, un peu après, ils tombent un peu dans les bras l'un de l'autre, comme ça, en disant finalement, on a été bêtes. Et ils deviennent amis. Les belles amitiés commencent souvent par des inimitiés. Par des inimitiés, c'est ça. Et après, il y a cette merveilleuse phrase, est-elle vraie, est-elle pas vraie, mais tant pis. Anquetil a un cancer, il va mourir, et il a Poulidor au téléphone, qui est en larmes, et il lui dit, tu vois, je vais encore arriver le premier. Ouais. Voilà, donc la fin de cette affaire, il faut comprendre Anquetil. Anquetil, il gagne tout, et Poulidor, à l'époque, Poulidor est plus populaire que le général de Gaulle. Vous vous rendez compte ? C'est quand même incroyable. Voilà. Le général de Gaulle disait je ne connais que Tintin pour me faire de la concurrence, mais il y avait Poulidor aussi. Alors une autre petite anecdote ameusante, vous avez parlé de Dalida. Dalida suivait le Tour de France comme Yvette Horner, comme d'autres femmes, avec Europe 1, Europe numéro 1, moi je me rappelle de l'époque, Europe numéro 1, mais elle n'était pas vraiment dans la caravane, parce que les femmes étaient interdites.
Et la première femme à avoir suivi le Tour de France, c'est Dalida. Parce qu'elle était dans la voiture de l'équipe avec Pierre Chany, qui était un grand journaliste. Il l'avait grimé, moustache, lunettes de soleil, on a des photos incroyables de ça. Des photos, et Dalida a été la première. Et Pierre Chany, qui signait sur plusieurs pseudonymes, pour embêter Jacques Godet, directeur du coup, a dit une femme a suivi le Tour de France. Mais pourquoi est-ce que les femmes étaient interdites dans la grande boucle, comme on dit? Là, j'ai pas mal enquêté. Je trouve qu'il y avait un machisme dans le Tour de France qui est extraordinaire. Ça ressemble au vieux règlement des années 1900, peut-être, qu'on n'avait jamais... C'est ça, parce qu'il y a eu vous savez je crois que c'est en 1905, alors là, les petites histoires rejoignent l'histoire du Tour de France, c'est en 1905 qu'on a autorisé les femmes à se mettre en pantalon, à condition qu'elles tiennent soit un guidon de vélo, soit les rênes de cheval. Sinon, elles n'avaient pas le droit. Et alors, ça fait qu'il y avait un machisme presque... Ça me faisait penser, moi, il y a des bouquins de Simon là-dessus, sur des femmes qui sont dans les bateaux, qui portent malheur aux bateaux, qui vont dans des terres neuves pour pêcher la morue, et une femme porte malheur. Et dans le Tour de France, apparemment, une femme portait malheur. Alors, pour tout vous dire, c'est devenu un peu une tradition dans cette émission. Depuis de nombreuses années maintenant, nous faisons tous les ans une émission sur le Tour de France. J'ai le souvenir notamment d'avoir littéralement pleuré en écoutant les souvenirs de Michel Drucker, qui est un grand passionné lui aussi. Nous avons plusieurs fois raconté les tout débuts, les premiers Tour de France, d'où venait le Tour de France, etc. Donc avec vous, nous n'allons pas y revenir aujourd'hui. Je préfère que nous parlions justement de cette héroïque époque qui a justifié, qui en quelque sorte vous a amené vous-même à enquêter et à faire ce livre, José-Alain Fralon. Vous êtes un passionné du Tour. Moi, je suis un passionné. Depuis toujours, depuis les années 50, quand j'étais gosse, je suivais le Tour de France. Et là, maintenant que j'ai pris ma retraite de journaliste, de reporter, je me suis dit, je vais me poser un peu. Donc, j'ai relu tout ce que j'avais lu sur le Tour de France. J'ai vu et la presse, parce qu'alors on peut dire qu'il y en a eu. Formidable. Et alors, on trouve des choses qui reviennent chaque année. Encore maintenant, chaque année, il y a quelqu'un qui dit, c'est plus ce que c'était. Et c'est plus ce que c'était, le Tour. Dans les années 50, j'ai trouvé, c'est plus ce que c'était. Il n'empêche que, encore aujourd'hui, des gens disent, c'est plus ce que c'était avant. Les vélos sont devenus trop légers. Etc. Et pourtant, des millions de personnes vont être écouter la radio, voir la télévision. Parce que ce qu'il faut dire, et nous n'en sommes peut-être pas toujours conscients, nous en France, comme c'est le Tour de France, nous pensons que c'est une manifestation nationale, mais en fait, le monde entier suit le Tour de France. Hein. C'est une épreuve très suivie. C'est suivi dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu une mondialisation, comme la mondialisation. Au début, c'est une affaire franco-belge. Après, les Italiens sont arrivés, les Espagnols. Et maintenant, il y a pratiquement tous les pays du monde. Alors, quand vous dites qu'il y a bien entendu des nostalgiques et des gens qui n'y sait plus comme avant, il y a les vélos eux-mêmes qui sont devenus maintenant des petites merveilles de technologie, qui ne pèsent quasiment rien, qui sont d'une solidité à toute épreuve. Et Dieu sait que si ça avait été le cas plus tôt, on aurait évité bien des accidents, car il y a eu aussi des tragédies du Tour de France, il faut le dire. Ah oui, c'est les Tours de France, c'est les pieds nickelés et les chevaliers de la table ronde. Oui. Et je crois que c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est à l'image de l'histoire humaine, quoi. Il y a des épopées formidables. Grandeur et petitesse. Grandeur et petites choses. Et je débute mon bouquin par une anecdote que j'adore pour raconter. Parce que c'était des gens de peu qui couraient le Tour de France, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était des pauvres qui étaient sur ces vélos. Et c'était dur. Et en 1948, on m'a raconté une histoire. Et à la sortie de la guerre. Hein. À la sortie de la guerre, il y a contrôle de ravitaillement, il n'y a pas beaucoup à manger. Et 3-4 coureurs, des bandits, s'étaient amusés, avaient fait. Alors, il y en a qui faisaient semblant de s'arrêter et d'avoir un petit problème technique. Aussitôt, les gens qui étaient sur le parcours venaient autour du vélo. Et pendant ce temps, les deux autres allaient piquer le poulet et rôti et la bouteille de vin du pique-nique. Et ils partaient avec. C'est les pieds nickelés. On chapardait les spectateurs. Les spectateurs. C'est les pieds nickelés. Mais en même temps, peut-être que ces gens qui prenaient le poulet, après, ils allaient peut-être faire une chute et courir avec des sparadraps plein la figure. Ou alors, ils allaient faire une formidable échappée. Donc, c'est ça le Tour de France. C'est cet aspect humain. Alors, ce qui a changé, il y a eu énormément de choses, bien entendu. La constitution des équipes, nous avons fait une émission là-dessus déjà, mais ce qui a tout changé, bien entendu. On ne court plus le Tour de France en individuel. Donc, ces équipes sont elles-mêmes soutenues par toute une logistique. Ça a beaucoup évolué, notamment dans les années 50 et 60, là, c'est le cas. Hein. Oui, ça a commencé les années 50. Après les années 80, on a commencé avec les nouveaux vélos, les vélos de plus en plus perfectionnés. Après, aujourd'hui, avec des équipes terriblement fortes. Alors, ça a perdu un peu. Il y a moins de trogne qu'avant, vous voyez. Vous aviez des têtes de Jean Robic, de Louison Bobet. Il y avait des têtes. Maintenant, peut-être à cause du casque ou grâce au casque, il y a moins d'accidents.
Donc, ils se ressemblent tous. En plus, ils sont meilleurs qu'avant parce qu'ils sont beaucoup plus formés. Mais il reste quand même cette dramaturgie. Ils finissent par se connaître très bien, tous ces coureurs, non seulement à l'intérieur d'une même équipe, mais d'une façon générale dans le peloton, bien entendu, parce que on souffre ensemble pendant des semaines. Donc forcément... C'est ça la dramaturgie du Tour de France, c'est-à-dire des gens qui vont vivre 24 heures sur 24 pendant un mois, tous les jours, courir, se disputer. Alors des fois, ils en viennent aux mains, des fois, ils cèdent, des fois, ils s'achètent un peu une course. Il y a tout un... Moi, j'avais fait un article dans Le Monde sur coureur suisse s'appelait Ferdinand Kubler, et avant j'avais vu tous les gens qui avaient couru avec lui. Kubler, grand coureur qui avait gagné en 1950. Et tous les gens que je voyais, ils me disent qui vous allez voir. Je dis je vais voir Ferdinand Kubler. Il y en a 3 qui m'ont dit dites-lui qu'il me doit encore 150 francs de l'étape qu'il va me donner, parce que Kubler avait la spécialité de dire aux coureurs voilà, je te donne ça si tu m'aides, et après il payait pas. Oui, il y avait cet aspect, voilà, l'aspect pied nickelé. Oui, l'aspect vivant, tout simplement. Vivant, ce sont tous ces petits secrets qui font la trame même de votre ouvrage. Voilà, c'est ça. Parler de la Suisse, cette année, le Tour va passer en Suisse. D'ailleurs, certains se plaignent que le Tour de France est de moins en moins de France. Cette année, il est très français quand même. Très français. Au début, le Tour de France, c'était... Henri Desgranges disait on embrasse la France sur la bouche. C'est-à-dire qu'on faisait une sorte de chemin autour, chemin de défense, tout autour des frontières. Après, petit à petit, et tant mieux pour les pauvres gens du centre qui ne voyaient jamais passer le Tour de France, donc on les faisait rentrer à l'intérieur du Tour. Oui, bien sûr. Et à l'intérieur du pays. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on s'est habitué à mettre dans la boucle, c'est le cas de le dire, un certain nombre de pays étrangers. Mais après tout, ça fait partie de la popularité même du Tour. Évidemment. Et de sa variété. J'étais pour la première fois que le Tour était en Angleterre, c'était sidérant, quoi. Là, on voyait que peut-être que les Anglais étaient là, dans l'Europe, vraiment. Ils étaient sur le continent, là, cette fois. Ils étaient sur le continent. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et cet après-midi, on parle Tour de France sur Europe 1 avec ce Tour de France 1964 que vous nous avez raconté, Franck Ferrand, et surtout les secrets du Tour de France que vous nous dévoilez, car le départ, c'est demain du Mont-Saint-Michel. Et vous recevez José-Alain Fralon, ancien grand reporter au Monde, et aussi auteur des Secrets du Tour de France, paru à la librairie Vuibert. Impossible d'évoquer le Tour de France, José-Alain Fralon, sans parler des coureurs. Nous avons parlé d'Anquetil et de Poulidor, mais il faut quand même que nous citions un certain nombre de ceux qui ont fait la légende du Tour de France. Bobet, bien entendu. Bobet, Merckx. Eddy Merckx quand même. Alors ça, les journalistes en veulent beaucoup à Eddy Merckx parce qu'avant, au cours des longues soirées d'après-étape, ils se disaient qui était le meilleur. Alors certains disaient c'était Bobet, d'autres Coppi, d'autres Bartali. Et à partir du moment où Eddy Merckx est arrivé, les conversations coupaient court parce que c'était vraiment le meilleur. Oui. Vous avez un chapitre qui s'appelle « Comment devient-on le plus grand coureur de tous les temps ?» Voilà. Et en plus, moi, j'étais très longtemps en Belgique, donc je connais bien Eddy Merckx et j'ai cherché à comprendre parce que, bon, il avait un physique, il avait un grande jambe, il avait une capacité pulmonaire, mais il a rien dans son physique qui faisait penser qu'il a été si fort, quoi. Il gagnait tout. Il a gagné une course sur 3. C'est énorme quand même. Sur son palmarès, il a gagné le Tour de France. Et quand il gagnait le Tour de France, il gagnait les étapes. Il y a quand même une étape où il a le maillot jaune. C'est l'avant-dernière étape. Il est tranquille. Il a au moins 7 minutes d'avance ou 8 minutes sur le second. Et tout d'un coup, ça bouge un peu dans le peloton. Et à 30 km de l'arrivée, Eddy Merckx s'en va tout seul. Et tous les gens disent mais il est fou parce qu'il voulait gagner. Il allait on m'a raconté une petite course au Luxembourg. On inaugure un supermarché. On fait venir une dizaine de grands coureurs. Et il y a 4 petites. Et pendant ce temps, je crois que c'est Poulidor qui m'a raconté. Entre les courses, les coureurs allaient boire un coup au bistrot, signer des autographes. Merckx, il allait se reposer dans son camping-car. Il a gagné les 5 épreuves au Luxembourg, une petite étape de rien du tout, petite course de rien du tout. Donc Merckx devait gagner. Alors j'ai cherché à comprendre et je crois que c'est un vrai professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Je le vois, il y a 2 ans, je suis en train d'écrire mon livre, il a eu un accident dans une course d'amateurs, de seniors, il est tombé, et il me dit « Ah, c'est dommage, je ne peux plus faire de vélo », il passe qu'au vélo. Et il dit, mais heureusement, en ce moment, à la télé, il y a pas mal de courses, donc je peux regarder les courses. Parce que donc voilà, il a gagné parce qu'il était univoque, quoi. Extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que pas un type bête, mais le reste l'intéressait pas. Dès que vous lui, alors on était obligé de lui poser des questions sur la Belgique, etc.
Il était à ce degré de passion incandescente qui fait les très grandes réussites. Voilà. C'est sans doute un peu le cas de Bernard Hinault. Bernard Hinault oui. aussi, les grands écrivains aussi. Oui, d'ailleurs, mais les grands dans tous les domaines, vous savez, je pense. Et voilà, Eddy Merckx a été le plus fort parce qu'il voulait être le plus fort. Le fait de n'avoir qu'un seul et unique centre d'intérêt et de s'y concentrer comme un rayon laser peut peut-être être une des explications du succès. Ça n'est sûrement pas suffisant. Mais bon, vous avez un chapitre et on ne peut pas y échapper. Je sais bien qu'on va encore nous dire. De toute façon, c'est simple. Dès qu'on parle du dopage, si on n'en parle pas, les gens disent ils ne parlent pas du dopage. Et si on en parle, les gens disent voilà, ils n'ont que ça à l'esprit. Votre chapitre s'appelle De la dynamite des frères Pélissier à l'EPO de Virenque. Voilà, parce que il y a cet aspect, j'en parle pour Armstrong, il y a l'aspect grave du dopage. Moi, je dis toujours, il y a toujours un côté du mur à l'ombre, mais il faut pas voir que le côté du mur à l'ombre. Il faut aussi voir l'autre côté, le côté soleil du Tour de France. Donc, vous avez raison, quand on parle pas du Tour de France, on parle pas qu'on en parle trop. Donc, moi, j'en parle un petit peu. Mais il y a aussi l'aspect pied nickelé, c'est-à-dire que Antonin Magne, dont nous parlions tout à l'heure, Antonin Magne, avant les étapes, le soir, il allait voir son équipe et à 2-3 coureurs, il donnait une espèce de liquide un peu blanchâtre, en disant bois ça. Bon, les coureurs buvaient ça. Le lendemain, en général, ces coureurs marchaient bien. Et on disait, c'est le remède extraordinaire d'Antonin Magne. Et quelqu'un l'a fait analyser, c'était du bicarbonate de soude. C'est-à-dire rien, mais vraiment quelque chose. Mais alors on se dit, mais pourquoi les autres marchent? Parce qu'il les donnait qu'aux coureurs en forme. Et un coureur qui était fait pour l'étape du lendemain. Donc les gens c'était un placebo, vraiment. Exactement, oui. Donc il y a eu ça. Il y en a qui prenaient du Coca-Cola, il y en a qui se passaient des choses. Bon. Après, il y a eu toutes les affaires de dopage. Il faut rendre justice quand même aux Français qui ont été les plus sérieux dans la lutte antidopage. Et même ça, c'est intéressant, ce que les sponsors des équipes françaises, après l'affaire Virenque, Festina, disaient, nous on préfère que vous ne gagniez pas le Tour de France, mais on ne veut pas être éclaboussé par le dopage. Ça, c'est assez intéressant. Oui. C'est-à-dire que c'est un changement de philosophie, d'une certaine manière. Alors, puisque nous sommes quand même dans une émission d'histoire, même si l'on aura compris qu'aujourd'hui nous avons fait un grand tour du côté du sport et de la légende du Tour de France, j'aimerais que nous nous attardions un moment sur cet aspect que vous développez de façon très intéressante, qui est la politique. Vous dites que le Tour est en quelque sorte souvent la façade de véritables bras de fer politiques. Il y a de la politique derrière, en fait. Oui. Ça a commencé dès le début, d'ailleurs. Dès 1900, on était... Dès le début, parce que s'il n'y avait pas eu... on va pas refaire l'histoire, mais c'était quand même... la grande histoire raconte la petite histoire. La grande histoire du Tour de France raconte la petite histoire de tous les jours de la politique. Bien sûr, oui. Et l'affaire Dreyfus, s'il n'y avait pas eu l'affaire Dreyfus, il n'y aurait pas eu le Tour de France. Mais c'est comme ça que c'est né. C'est né comme ça parce qu'il y avait une dispute entre un actionnaire et son rédacteur en chef de son journal. Il a créé un autre journal contre et l'affaire Dreyfus. Après, il y a eu, après la guerre en 1940-45, là, il y a eu une vraie lutte entre simplifiant d'un côté De Gaulle, de l'autre côté les communistes. Les communistes veulent récupérer le Tour de France, ils ont les moyens, ils ont le public, ils ont des journaux, ils disent le Tour de France, et De Gaulle veut pas. Donc finalement on trouve un compromis et le Tour se fait. Et les gens de droite aimaient bien Anquetil, les gens de gauche aimaient bien Poulidor, pour revenir à notre sujet de départ. C'est curieux ça d'ailleurs. Et pourquoi parce que Poulidor, il y a un journaliste de l'Humanité avait essayé de faire prendre sa carte du Parti communiste à Poulidor. Et Poulidor est malin en disant oui, tu sais que je suis de milieu populaire, tu connais mes idées, mais je peux pas parce que si j'adhère au Parti communiste, bien sûr que je vais m'aliéner une partie de mon public. Hein. Donc la grande histoire. En plus aujourd'hui, maintenant, aucun président de la Ve République, le seul qui n'ait pas vu le Tour de France, c'est Pompidou. Tous viennent plusieurs fois. Sarkozy aime beaucoup le vélo. Et j'en parle un peu pour savoir est-ce que Sarkozy est un puncher ou un grimpeur. Je crois que c'est un puncher. Pas beaucoup. Pas le plus talentueux, mais le plus accrocheur. Vous voyez, celui qui... Bon, et De Gaulle, alors général De Gaulle, ça, le Tour vient voir De Gaulle. C'est l'inverse. Vient voir De Gaulle. On passe devant le commandeur. Mais la fois où le Tour de France a eu le plus d'importance sur la politique, vraiment, c'est avec l'Italie. Alors là, c'est une histoire formidable, c'est l'histoire de Bartali. Gino Bartali. Passionnante histoire. Passionnante histoire. Gino Bartali et Fausto Coppi. Poulidor Anquetil, c'est la biche par rapport à Coppi Bartali. Oui. C'est la tragédie italienne. Mais vraiment, c'est toute l'Italie. Gino Bartali est un grand coureur. Il a gagné le Tour en 38-48, 10 ans d'écart. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, combien en aurait-il gagné? Grand coureur.
très chrétien, dévot, il va à la messe tous les matins, etc. Et là, l'historien que vous êtes ne peut pas me démentir, il faut faire très attention avec les images qu'on colle aux gens. Comment ? Et parce que Bartali est catholique, très catholique, on fait une amalgame. Catholique, donc de droite, donc fasciste. Et certains allaient presque dire que Bartali a été un suppôt de Mussolini. Pas du tout. D'abord, il n'a jamais voulu porter la chemise noire, et ensuite... Bon. Alors, je raconterai après ce qui s'est passé au Bartali, parce qu'après... Mais en 1948, l'Italie, pas loin de la guerre civile, ça va très mal, parce que le patron du Parti communiste, Togliatti, il y a eu un attentat contre lui. Tout début de la République italienne. Tout début de la République italienne, qui est né dans la difficulté. Hein. Et les gens descendent dans la rue. Vraiment, les communistes descendent dans la rue. Et De Gasperi est des fondateurs de l'Europe. Hein. C'est quelqu'un qui compte la démocratie chrétienne, Premier ministre. Président du Conseil, comme on dit. Il appelle Bartali. Gino, il dit Gino, il faut que tu gagnes l'étape. Tu vas sauver l'Italie si tu gagnes l'étape. Gino Bartali gagne l'étape. Et les gens sont dans la rue et ils apprennent Bartali a gagné. Et finalement, alors est-ce que c'est ça qui a fait que l'Italie... Ça peut jouer un rôle quand même. Ça joue un rôle parce que ça change l'ambiance. Et on oublie Bartali, il gagne, etc. Et on continue à dire Bartali, la droite, etc. Et il y a 3 ans, c'est quand même sidérant, il y a 3 ans, on apprend que Bartali... 2013 ou 2014 même. On apprend que Bartali, pendant la guerre, faisait semblant de s'entraîner, donc les gens. Et dans le cadre de son vélo, il cachait des faux papiers pour sauver des gens. Et il l'a fait plusieurs fois. Et on l'a su bien après. Et Bartali a dit les choses bien, ça se dit pas. Et le hasard a fait qu'un journaliste d'un petit journal qui s'occupait de la communauté juive à Rome a trouvé des témoignages. Et Bartali a été fait juste parmi les nations. Donc là, je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Une des très belles histoires qui peuplent les secrets du Tour de France. Votre ouvrage, José-Alain Fralon, à la librairie Vuibert, dans cette collection magnifique des secrets. Merci beaucoup. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec une question de Monique sur europe1.fr, alors que l'on parle beaucoup du Brexit, quelle est l'origine des noms des peuples des îles britanniques comme les Anglais, les Gallois ou encore les Écossais, Franck ? Alors ce sont bien les noms des peuples des îles britanniques qui préoccupent Monique. Et nous allons voir dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent ce que chacun de ces peuples va devenir. Les îles britanniques sont envahies au 5e, 6e siècle par 3 peuples germains, dont les Angles du Holstein. Le Holstein est une péninsule qui est située entre l'Allemagne et le Danemark. Eh bien, ce sont ces Angles qui vont donner le mot Angleterre et anglais, bien entendu. En ancien anglais, ça se dit Engla, d'où Englaland pour la terre des Anglais. Les Gallois, alors les fameux Germains en arrivant aux îles britanniques, donnent le nom de Valas à toutes les populations qui ne parlent pas leur langue. Et le territoire de l'actuel pays de Galles, ils l'appellent Véalas, d'où le nom de Wales en anglais moderne. Voilà l'origine du pays de Wales que les Français ont évidemment ont francisé en Galles. On pense que ce nom vient d'un peuple gaulois en contact avec le sud de la Germanie pendant plusieurs siècles. Les Écossais maintenant. Écossais et Écosse, ça vient du vieux mot français esco, dérivé du bas latin Scotti, du nom d'une tribu celte irlandaise qui s'était justement établie à peu près au IIIe siècle sur cette île de Bretagne. En anglais, Écosse se dit Scotland, tout simplement la terre des Scots. Tout ça est assez simple et logique. Donc on a vu les Anglais, les Gallois, Valas, les Écossais, Scott, et puis les Irlandais. Alors, Irlande, ça vient du nom d'un peuple de la région également, les Inverness ou les Érain. Une autre étymologie possible est que le mot serait issu de la contraction de Eriu. Eriu, c'est une déesse de la mythologie celte. Et donc l'Irlande, dans ces conditions-là, ça deviendrait la terre d'Eriu, Eriuland, la terre d'Eriu, la terre de cette déesse. Débrouillez-vous avec ce genre d'explication. Je n'essaierai pas de trancher pour ce qui me concerne. Ce qui me paraît évident, en revanche, c'est que tous ces peuples vont avoir un petit peu de mal à vivre ensemble dans les temps qui viennent.